Ok, bah rebonjour ou rebonsoir, bah, c'est bonsoir, bon après-midi à ceux qui nous écoutent. Bah je vais commencer rapidement notre échange en fait pour parler du vibe coding. J'imagine que pour beaucoup d'entre nous qui sont peut-être en informatique, ce thème est généralement très péjoratif. Peut-être qu'ils ont déjà entendu, mais en mal du vibe coding. Et donc, mon objectif avec cet échange, en fait, c'est vraiment de poser les bases pour la compréhension de ce que c'est que le vibe coding et comment bien se positionner vis-à-vis de cette nouvelle trend qui n'est pas là pour partir, mais qui est là pour rester, c'est sûr. Et donc, l'intitulé, en fait, bah, le plan de la présentation ou de l'échange va se structurer juste en quatre phases. On a déjà fait l'accueil et un peu de discussion. Et ensuite, on va essayer de parler en fait du concept. Mais pour parler du concept, je vais, je vais essayer que ce soit interactif en fait. J'aimerais bien avoir vos points de vue sur l'affaire. Comme ça, ensemble, on arrive à bien se positionner parce qu'il n'y a pas forcément de vérité absolue actuellement. Chacun a son appréhension vis-à-vis de l'affaire. Après, on va essayer de voir l'état des lieux, comment est-ce que ça pourrait jusqu'à présent, c'est quoi les dangers. C'est plus une formation d'information, une formation d'information que euh, un atelier pratique. Mais je vais essayer de manière très brève de vous montrer justement quelques use cases ou quelques possibilités avec ce concept du vibe coding. Et à la fin, tout simplement aussi, bah, j'ouvre tout simplement la possibilité à ceux qui voudraient explorer l'outil ou bah, explorer la trend à, à possiblement se joindre à la communauté AI que nous, que nous avons notamment. Il faut que je commence par présenter en gros ça. En gros, vous avez vu peut-être un logo ici, Itilican en gros. Itilican, c'est une communauté d'intelligence artificielle qui veut juste donner l'accès à, à, à l'intelligence artificielle dans sa globalité à toutes les personnes qui ne sont pas forcément professionnels et qui souhaitent en fait contribuer à l'utilisation de cet outil qui est l'intelligence artificielle dans un contexte africain. Ça, c'est principalement ça, mais ça va pas toucher, genre, ça peut toucher n'importe qui, que tu sois non-africain ou africain, mais l'objectif final, en fait, c'est de pouvoir, à la fin, avoir des, du partage de connaissances et en même temps aussi la construction de certains projets qui toucheront notamment le contexte africain. Donc, pour revenir à notre déroulé, je vais juste commencer par vous donner en fait une petite note que je vois en fait ma file d'actualité sur Netflix quand je défile de temps à, bah, pas Netflix, LinkedIn, quand je défile de temps à autre. C'est que bah, si on prend la plateforme Netflix que beaucoup d'entre nous connaissent déjà, euh, bah, Netflix, tel qu'on connaît actuellement, a pris du temps à être développé. Ça a été développé depuis en commençant de 1997 jusqu'en 2007 pour une version genre stable et commerciale. Ça, c'est à peu près 10 ans de développement avec plus de 50 ingénieurs. Mais actuellement, en fait, bah, Netflix, pour un développeur senior, peut être recloné à peu près une semaine. Je parle de tel qu'on voit. Si je parle pas de toute l'infrastructure derrière, tout ce qui va en arrière-plan du fonctionnement. Mais avoir genre un prototype ou un MVP de Netflix, ça peut être développé en une semaine avec un développeur senior qui vibe code ou qui développe assisté par AI. C'est une bonne comme une mauvaise chose. C'est d'où en fait le paradigme de ce que c'est que justement les développeurs qui sont peut-être un peu plus informés vont genre craindre avec ce qu'on appelle le vibe coding. Et donc, je ne veux pas déjà me positionner vis-à-vis du conseil, mais je veux genre vous laisser répondre à un court sondage. Vous pouvez aller sur menti.com et tout simplement répondre aux différentes questions d'introduction pour justement euh,
avoir un peu vos avis sur ce que c'est que le vibe coding ou quelle est votre appréhension du terme proprement dit. Donc, je vous laisse, si vous pouvez scanner, vous scannez. Si vous pouvez, bah, si vous pouvez scanner, vous scannez, ou alors tout simplement aller sur menti.com et remplir le code. Je vais partager les réponses en live avec vous. Juste, tic, tic, tic. Vous pouvez me faire signe de vie dans le chat au moins, comme ça je sais si mon micro n'a pas arrêté de fonctionner, que vous m'écoutez bien. Est-ce qu'on est toujours avec moi? Yes, nous sommes avec toi. Super. Donc là, je vais présenter les résultats de vos réponses en parallèle. Donc là, on avait la première question de savoir, dans un mot, décrivez votre relation actuelle avec l'IA génératif. Parce que il y a ce qu'on appelle l'IA en global et il y a ce qu'on appelle l'IA génératif. Donc, je veux qu'on soit quand même plus focus sur l'IA génératif. Et donc, je vois frères et sœurs. L'IA génératif, frères et sœurs. Donc, la personne, j'imagine que la personne essaie de dire que c'est déjà son frère ou c'est déjà sa sœur. L'IA génératif. Efficacité, apprentissage, quotidien, assistance, productivité. Est-ce qu'on a d'autres réponses encore? Est-ce qu'on a d'autres réponses encore? Je laisse encore quelques secondes. Si vous répondez à la question, vous pouvez aussi, genre, passer à l'autre question. Tic, tic, tic. Oh, c'était une question. Je pensais avoir mis une deuxième question. Mais c'est correct. Est-ce qu'on a terminé avec cette question-ci? Juste pour avoir une idée, en fait, de, de, de savoir si on va encore un peu brièvement parler de ce que c'est que les différentes sections d'intelligence artificielle en global. Je vais, selon l'hypothèse on est complètement novice et qu'on ne connaît rien en ce que c'est que l'intelligence artificielle. Lui, Mendes, Ouais, c'est bon pour moi. J'ai rempli le questionnaire. On s'en va à la deuxième question, mais je ne l'ai pas encore eu. ouais, est-ce que, ok, je pense qu'il y a une seule question. La deuxième question n'est finalement pas disponible. Il y a une seule question. Ok, en gros, c'était juste de savoir, peut-être que la deuxième question, on peut quand même la donner, mais on va juste répondre dans le chat, ce sera plus facile. C'est quoi ta relation au vibe coding? Pourquoi les gens rigolent? En gros, on peut tout simplement mettre les réponses dans le chat. En gros, là, j'attendais notamment parmi les options, jamais entendu parler, pour un, par exemple, entendu mais jamais testé, testé par curiosité, j'utilise régulièrement, j'utilise et je comprends ce que je fais. Est-ce que on peut genre au moins mettre notre réponse dans le chat? Peut-être ça sera plus facile. On a un problème technique. Le 2 entendu mais jamais testé. Ouais, vous avez juste à mettre le numéro en fait de votre choix. Je vois justement une personne qui a réagi. C'est quoi ta relation au vibe coding? Est-ce que t'as jamais entendu parler du vibe coding? C'est ta première fois ou c'est lors de...
de cette formation-ci que tu as voulu comprendre c'est quoi le vibe coding? Ok, Steve dit qu'il utilise tous les jours. Et est-ce que tu comprends ce que tu fais aussi? Ou est-ce que tu utilises juste régulièrement? Il y a le 4 et il y a le 5. Il y a des jamais entendu parler, entendu, jamais testé. Ok. Il y a le 4. J'utilise régulièrement. Très bien. Bah, c'est une bonne chose qu'on n'ait pas beaucoup de personnes avec le 5. Ça fait que justement, c'est que vous êtes à la bonne place pour comprendre justement, pour qu'on pose des bonnes bases sur les questions, euh, de savoir que pourquoi est-ce que c'est vraiment annoté ou connoté toujours négatif. C'est, c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc, on peut continuer avec notre discussion. En gros, le thème vibe coding ou vibe code, c'est un thème en fait qui a commencé ou qui a été déjà prononcé tel qu'elle est connue maintenant en février 2025. Donc, ça fait à peu près un an et quelques mois qu'on utilise le mot vibe coding. Et c'est l'un des cofondateurs d'OpenAI. Il n'est plus d'OpenAI maintenant, mais c'est un cofondateur d'OpenAI. André Karpathy, c'est un YouTuber aussi qui fait des vidéos où il explique des concepts d'intelligence artificielle. Pour ceux qui veulent un peu apprendre plus et qui n'ont pas de limite, c'est un peu plus technique, mais qui n'ont pas de problème en anglais. André Capati fait des vidéos tutoriels et aussi explicatives des concepts d'intelligence artificielle sur sa chaîne YouTube qui porte son nom. Et c'est en fait, vu qu'il est suivi par plein de personnes, par des millions de personnes, c'est là en fait que lui aussi, là, il a commencé à exploiter la puissance de l'IA générative à travers l'écriture du code. Et ceci, en fait, il a utiliser ça pour maintenant développer ses applications. Et en fait, il expliquait justement le fait que tellement il est devenu à fond dans le développement qu'il ne lit même plus le code et qu'il décrit tout simplement ce qu'il veut et ça construit. Et donc, il dit, I just vibe code. Je code juste genre, selon mon mode, tout selon ma vibe actuelle, en fait. Et c'est d'où, en fait, est né le thème vibe coding et qui a justement pris de l'ampleur au fur et à mesure dans la communauté des développeurs et jusqu'à présent, c'est pas genre on a commencé à développer avec de l'IA à partir de février 2025, mais c'est de là que le thème est né parce que l'IA génératif existe bien avant et pour les développeurs savent aussi que depuis que ChatGPT a été lancé également, c'était possible de déjà récupérer du code et aller mettre sur notre projet et tout et tout et tout. Et c'était du codage assisté par IA. Mais maintenant, le concept du vibe coding proprement dit, c'est la capacité de pouvoir juste dire ce qu'on veut, genre coder en langage naturel. Coder en langage naturel. Penser à ce qu'on veut et d'écrire et avoir en fait du code écrit qui va après générer, euh, qui va ensuite générer notre application, notre logiciel qu'on essaie de développer. Donc, ça, c'est pour mieux comprendre. Mais le vibe coding, comme on dit, c'est quelque chose justement qui est assez récent. Mais la chose vis-à-vis du développement en général, ça remonte de très, 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 très loin, ce qu'on appelle de la programmation. Et c'est important de connaître en fait l'évolution de la programmation pour connaître justement que le vibe coding ne vient pas forcément pour genre disparaître parce que la programmation n'a jamais été une affaire de personnes lambda, en fait. C'est que généralement, les codeurs ou les programmeurs sont étiquetés comme des geeks en général parce que c'est quelque chose de délicat et de quelque chose justement qui n'est pas sans risque. C'est quelque chose de très risqué de programmer. Ça, c'est bien mon point de vue à moi. Je sais qu'il y a des informaticiens parmi eux qui ne partagent peut-être pas mon point de vue, mais c'est quelque chose qui n'est pas, c'est que c'est pas quelque chose sans risque. Et donc, en fait, les grandes entreprises ont justement pris conscience de ça. Et au fur et à mesure que le temps évolue, en fait, de la naissance des langages de bas niveau, on a eu justement des méthodes de développement, par exemple low code ou no code, où tu es capable de développer juste en mettant
en collant des composants. C'est comme par exemple le cas du développement des sites web. Vous savez qu'aujourd'hui, 30 à 40% d'Internet est rempli des sites développés par WordPress. Et WordPress, généralement, c'est pas forcément du code, mais c'est du low code ou du no code où on met juste des composants de notre site web et tout, on a un site web. Donc, Internet, actuellement, 30 à 40% des sites web qui sont hébergés sont en low code ou en no code. Ce qui fait que c'est encore une autre preuve pour dire en réalité que le codage ou la programmation proprement dit de bas niveau n'est pas accessible à tout le monde et c'est aussi risqué, autant financièrement que techniquement. Et le vibe coding ici, justement, représente une opportunité de pouvoir justement quitter de l'idée à l'application sans passer ni par le low code ni par le no code, mais juste du langage textuel à de l'application. Et c'est en gros l'ère de l'intuition, si on doit parler de ça comme ça. Et ça représente une opportunité, mais aussi un danger. Et c'est vraiment parce que justement, j'essaie qu'on puisse discuter aujourd'hui. Bah, ici, j'ai recensé, en fait, puisque je sais qu'on a une panoplie de personnes qui sont en même temps développeurs et non développeurs. Euh, Quand on parle de vibe coding, c'est vaste comme idée, mais la chose principale, c'est qu'on quitte d'une information textuelle en langage naturel à une information codée, genre, à une application. Et pour les non-développeurs, ça peut être utile, par exemple, par exemple, si on a un projet, disons par exemple qu'on veut, je prenais un exemple avec une personne récemment, que si par exemple tu as envie de développer un logiciel, par exemple, de gestion de finances personnalisée, que tu vois aucun logiciel qui ne t'intéresse parmi tous les logiciels. Tu as juste envie de partir, expliquer ton besoin, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de vouloir développer mon, mon, mon projet de gestion de finances parce que je suis en telle situation, etc., etc., tous les détails. Et après, tu arrives justement à partir de ton intuition, à partir de ton besoin, écris tout simplement ça sans avoir consulté un développeur et tu as une application à la fin qui sort. Pour les non-devs, il y a des applications qui existent notamment comme Bolt, Point New, V0, de VSL. Il y a le Google AI Studio, Lovable, Base44, Emergent. Euh, je pense, et pour les développeurs, en fait, ceux qui sont capables justement euh, d'aller voir ce qui se passe et vouloir comprendre ce qui se fait entre ma requête textuelle et l'application qui est développée, il y a justement la possibilité d'avoir les IDE. Avec ceci, principalement, on est en mode un peu black box. Quand on parle de black box, ça veut dire qu'on ne voit pas le code, mais on quitte du langage naturel à l'application à la fin. Mais pour les développeurs, c'est possible justement de quitter du langage naturel au code et à l'application. Je vais essayer justement de faire une démo rapide en fait de certains outils pour vous montrer ou vous faire comprendre à peu près bah, les possibilités. Laissez-moi savoir si on est toujours ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi de réagir rapidement dans le chat. Je vais prendre un exemple avec euh, Google AI Studio, parce que je pense que c'est ça qui est un peu plus rapide dans le développement, qui peut nous permettre de faire une démo live du concept. Donc, OK, merci. Donc là, en fait, avant, si je vais sur Google AI Studio et je vais sur la partie bulle, tout simplement. Ici, si j'ai pas d'idée principalement pour la démo actuellement, je peux genre dire, par exemple, I feel lucky. Là, ils me disent, on demand merch mockups, upload your logo and the AI place it on various product shots, shows, previews, and let's export print ready files. En gros, ça, c'est une application justement qui va te permettre de faire des mockups sur des produits. Si par exemple, justement, tu es par exemple quelqu'un qui est dans le graphisme, en fait, tu es un graphiste et tout, et tu as envie, par exemple, de pouvoir avoir des mock-ups sur des produits que, par exemple,
tu ne trouves pas d'outils qui correspondent à ce que tu veux et que tu as peut-être un workflow habituel de fonctionnement, bah, tu peux par exemple avoir à venir faire une requête de ton besoin clair et tout et personnaliser à ta guise. Je prends un exemple ici de ce que j'ai généré de manière rapide avant notre début de. Je vois une question, c'est quoi un mock-up? Un mock-up, c'est tout simplement une prévisualisation en fait de d'un truc, d'un logo, quelque chose de visuel, notamment si par exemple je fais un logo et je veux voir à quoi ça va ressembler en fait sur une plateforme, comme par exemple sur un tableau ici, voici un mock-up. Ça peut être une affiche aussi que je veux mock-up sur un board publicitaire ou un logo que je veux mettre sur une carte de visite et avoir, ou alors mettre mon logo sur un t-shirt pour voir à quoi ça ressemble. C'est ça un mock-up. Yes, merci. Donc là, par exemple, ça c'est aussi un exemple. En fait, create an app to remove backgrounds and clean up photos just by typing instructions. En gros, ça c'est une application justement en un prompt. Juste cette phrase-ci, en fait, qui permet justement d'avoir une application où je peux upload une photo et, et après, je pense que c'est censé changer le background. Je n'ai pas préparé quelque chose pour ça, mais c'est censé upload des photos, upload et product, tu uploads une image, tu mets des instructions et ça peut retirer le background et tu auras un résultat ici. Donc là, j'ai reçu la notification, le temps qu'on se parlait, l'application a été développée, notamment de notre prompt ici, euh, celui-ci, et il a donné le nom justement Match Monk AI. Monk AI. En gros, ici, je dois mettre le logo de mon entreprise. Je choisis le type de produit. Je ne sais pas si j'ai un logo. Ouais, je pense que j'ai un logo. Je peux prendre. Tic, 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 tic. Je peux prendre par exemple ça, le logo de Videssin. Et je prends par exemple un t-shirt et je veux faire le mock-up du t-shirt avec le logo de Videssin, tout simplement, avec l'application qui vient d'être. Et voilà par exemple un mock-up qui a été créé. Je peux download un preview ou tout simplement print le file. En gros, ça, c'est l'application qui vient juste d'être développée pendant qu'on se parlait là. Je peux changer avec un Audi, notamment. Et ça, c'est juste justement un prompt basique des possibilités. C'est sûr que c'est possible, en fait, de dire, par exemple, que je veux pouvoir, par exemple, modifier ce que je veux ou pouvoir mettre l'image du Audi et tout. Il y a tellement de possibilités, en fait, avec ça qui peuvent être rajoutées et tout. Donc, tu vois, là, ça va retirer le background. Ça va être, là, par exemple, c'est sur un chapeau. Ça, c'est une application justement qu'avant un développeur, pour faire ça, il faut justement commencer par comprendre votre besoin. C'est un processus qui allait durer un processus qui allait durer au moins des semaines euh, pour le développeur les plus rapides pour avoir ce genre d'application. Et maintenant, bah, il y a la possibilité de publier votre, votre produit ou votre euh, application et etc. Et en plus, je vois sur Google, justement, il met en fait du code qui permet aussi justement aux développeurs de venir modifier à sa guise. Donc, ça, c'est la démo que je peux vous montrer pour le moment, rapide vis-à-vis du concept, mais il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de possibilités. Donc, on continue. Tic, tic, tic. Où en est-on? Tic, tic, tic. Est-ce que c'est un peu plus clair ce qu'on appelle le vibe coding? Est-ce qu'on a des questions encore pour que je rebondisse sur ça rapidement? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Quand ça génère l'application comme ça, est-ce que nous pouvons déployer? Justement, quand je disais que c'est possible de déployer Publish, mais c'est vraiment pas l'objectif de cette séance. L'objectif de cette séance, c'est pas pour faire une longue démo.
c'est vraiment juste pour expliquer brièvement le concept. Et parce qu'il y a tellement de possibilités, mais c'est possible de... Y a-t-il pas de risque qu'on parle de plagiat? Très bien, très bonne question. Merci pour ta question, Claudia. Bah, la réponse que je vais donner vis-à-vis de ta question, c'est vraiment une réponse personnelle. Peut-être d'autres personnes pourront aussi donner leur point de vue sur l'affaire. Mais bah, d'après mon observation, parce que moi, je suis juste un nouveau, euh, récemment gradué ingénieur, peut-être les ingénieurs seniors ont peut-être plus d'expérience, ils peuvent dire des choses un peu plus poussées sur ça. Mon point de vue vis-à-vis de ça, c'est que, en gros, en informatique, on a ce qu'on appelle GitHub. GitHub, c'est genre une plateforme communautaire de partage de code, en fait, d'hébergement et de partage de code. Les développeurs, quand on développe, on a tendance justement, on partage en fait généralement certains projets en open source. Quand on parle d'open source, ça veut dire accessible à tout le monde, à toute la communauté des développeurs. Et c'est même en gros comme ça que la majorité des ingénieurs développent d'autres applications. C'est basé sur le développement des autres. En gros, en informatique et en programmation, on n'a pas ce qu'on appelle le plagiat en termes de code. Euh, Ce qui veut dire qu'en réalité, ton code n'est pas vraiment genre exceptionnel parce que beaucoup de développeurs ont accès à ça et beaucoup de développeurs peuvent aussi possiblement reproduire ça. Ce qui fait de toi justement un développeur différent ou bah, quelqu'un de différent dans ce que tu fais, c'est principalement ton processus créatif ou euh, tes, tes différents choix d'optimisation de ton développement et aussi peut-être ta vitesse de développement. Mais le code, c'est pas comme de la littérature ou des, euh, ou en français ou en anglais, où ce que tu dis en fait doit être spécifique et non plagié. Ici, dans le domaine informatique, c'est même pour ça qu'il y a besoin de la communauté, des communautés en informatique, parce qu'on s'échange de ressources et on se base sur les travaux des autres, on s'inspire sur les travaux des autres pour développer des choses encore meilleures. Donc, le plagiat n'existe vraiment pas en termes de code, je dis bien en termes de code euh, en informatique. Ça, c'est bien mon point de vue à moi. Peut-être d'autres informaticiens peuvent me dire ou peuvent supporter des, des points qui pourront mettre ça en question. Mais je vais vous laisser aussi justement. euh, Est-ce qu'il y a des gens qui veulent peut-être répondre à la question de Claudia? Ça veut dire que ton application, Claudia demande, d'accord, compris, mais si tout le monde peut produire la même chose que moi, ça veut dire que mon application sera facilement piratable ou je me trompe. Est-ce que Brian, justement, veut dire quelque chose sur les questions de Claudia? Ouais, je vais d'abord prendre la, la question précédente qui a été posée. Juste ajouter de l'eau à ton moulin en disant que, effectivement, le code ne se plagie pas. Parce que même jusqu'à présent, ce qu'on utilise, ce sont des outils d'intelligence artificielle. Et généralement, ceux qui ne savent pas, pour qu'il n'y ait plus de répondre, il s'est basé en fait sur des données qui ont existé. Il est entraîné sur des données qui existaient. Et ça veut dire que s'il y a même un concept de plagiat sur le code, c'est même celui qui demande qu'il y ait plagiat un code parce que ces IA-là se sont basées sur des codes des personnes existantes, c'est-à-dire les personnes qui écrivent des fonctions sur des documentations, etc. Donc, il n'y a pas vraiment un concept de plagiat dans le code. Donc, ça, je, je m'associe à ça. C'est plus le concept de l'idée et le concept du projet en elle-même qui peut être protégé, etc. Pour ce qui est de... Attends, je n'ai pas bien compris.
Deuxième question, ça veut dire que est-ce que ton application peut être piratable ou reproductible? Bon, euh, je vais toujours insister dessus en disant que c'est plus un concept d'idée. Parce que si deux personnes ont la même idée, c'est pas forcément le même résultat qu'ils auront, ou bien le même cheminement qu'ils auront. Donc, vous aurez toujours forcément une différenciation. Si des trucs sont vraiment les mêmes, c'est que soit quelqu'un a compris le concept de l'autre ou autre. Donc, ça, c'est ce que je peux apporter comme éclaircissement, ce que je pense dessus. Ok. Merci, Brian. Je... Est-ce qu'une autre personne voudrait rajouter quelque chose? Je vois Adrien qui... je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est un senior. Est-ce que le senior voudrait dire quelque chose vis-à-vis du concept du plagiat en informatique avec du code? Est-ce qu'on m'écoute? Je m'excuse parce que j'avais bougé pour quelques minutes là. Donc, je peux avoir perdu le contexte. Si tu veux, si je dois intervenir, il faut que je comprenne bien. En gros, la question de Claudia demandait que est-ce que le fait que bah on développe les applications comme ça, et est-ce que ce n'est pas un risque genre de plagiat de code, de plagiat en général, elle a dit de plagiat. Et moi, je répondu en disant que peut-être concernant le code, il n'y a pas de plagiat de code en informatique parce que c'est même recommandé euh, de partager ce qu'on fait, de comment la manière dont on développe avec d'autres développeurs et tout. Et donc, vu que toi, tu as plus d'expérience que nous ici, peut-être tu pourras rajouter quelque chose pour confirmer ou déconfirmer ce que je partageais. Mais pour moi, c'est simple, hein. C'est quoi le plagiat? C'est à moi ou c'est à Claudia que tu demandes? Mais toi ou elle, il faut d'abord définir c'est quoi le plagiat. Et je pense que déjà dans sa définition, on peut avoir la réponse par rapport à notre contexte. C'est quoi le plagiat? Je demande pour être sûr. Le plagiat consiste à s'approprier le travail, les idées, les mots ou les créations d'autrui sans citer correctement, euh, en les présentant comme si elles étaient les vôtres. Il s'agit d'une fraude intellectuelle qui viole le droit d'auteur et l'intégrité académique. Ouais. En gros, une copie non autorisée, c'est ça. Ton micro est fermé. Ouais, c'est ça. Donc, je disais que est-ce qu'on peut donc parler de plagiat? Et il faut bien comprendre aussi le contexte de développement. Parce que le plagiat, c'est tout un ensemble, c'est beaucoup de choses. C'est vrai que il faut aussi faire attention, il y a des nuances. C'est-à-dire que il faut faire attention entre le plagiat, la propriété intellectuelle, les licences à respecter. Parce que quand je génère du code, il faut d'abord comprendre comment est-ce que le code est généré. Généralement, les modèles d'IA, ils ne génèrent pas à partir de rien. Ils ont été entraînés sur des milliers et des milliers de codes. Ça veut donc dire quoi? Et pour la majorité des modèles, ils sont entraînés et ils sont surajustés. Donc, quand je génère du code et qu'il a appris, par exemple, sur une fonctionnalité, je vais prendre un exemple banal, comment la gestion de stock. Combien d'applications existent sous la gestion de stock? Donc, il est possible que pour une fonctionnalité qui est basique, qu'il régurgite du code utilisé quelque part. Maintenant, en ce moment-là, s'il a régurgité un code qui était pris quelque part et que ce code-là, cette portion de code est sur une licence, par exemple, Ultralytics, leur GitHub est sur licence AGPL, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une licence comme MIT. Quand je parle de licence, les codes sources sont souvent encadrés par des sortes de lois, je vais appeler ça comme ça, qu'on appelle licence. Par exemple, la plus ouverte, c'est MIT.
quand tu récupères un code source, tu as le droit de l'utiliser sans republier, donc, ainsi de suite. Donc, il y a des licences effectivement qui sont plus restrictives, comme ceux du Tragic. Si, pour une raison ou une autre, une application que j'ai générée avec de l'IA, de l'IA, produit un code et quand on entre dans le code source, on retrouve un bloc de code, par exemple, de YOLO, alors qu'ils avaient dit que leur code est protégé, que tu n'as pas le droit, par exemple, d'utiliser ça pour des solutions en entreprise, là, je vais avoir des problèmes. Là, en ce moment, je vais avoir des problèmes. Si le code que j'ai fait a été généré et que ce sont des blocs de code qui sont sous licence. Donc, il faut trouver la nuance par rapport, il faut vraiment trouver une sorte de nuance par rapport à ça. Maintenant, si on va en termes d'idées, ça, c'est autre chose. Parce que pour une idée, il y a 1000 façons d'arriver au résultat final. Et il faut aussi regarder les choses dans le sens inverse. Je peux prendre l'idée de quelqu'un, mais ce n'est pas le même code de source. Mais si son idée est protégée, en ce moment, je peux être attaqué. Donc, il n'y a pas une réponse pour moi qui est stricte, un oui ou un non, mais c'est de comprendre le contexte. Moi, je ne veux pas parler de plagiat dans le sens large, mais en fonction du contexte. Est-ce qu'on parle du code? Est-ce qu'on parle de l'idée? Est-ce qu'on parle de la technologie? Est-ce qu'on parle du résultat? En fonction de ça, on peut mieux se positionner. Donc, voilà un peu mon demande de réponse. Merci, Adrien, pour cette contribution précieuse. Merci beaucoup. Est-ce que Claudia est un peu plus sereine maintenant? Oui, Claudia. Bonsoir. Bonsoir. Merci déjà pour les éléments de réponse. Ça m'aide à mieux comprendre, mais quand je demandais le plagiat, moi j'ai compris qu'on ne plagie pas proprement dit dans le code et tout. Mais est-ce que le fait d'utiliser le code, là, de générer un code, de générer une application, ne rend pas cette application vulnérable, étant donné que je peux générer une application, par exemple, comme vous avez dit, de gestion de stock, et puis, et ça par mon ennemi, quoi, quelqu'un qui est contre, qui veut influencer l'évolution de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé, décide de pirater cette application. Ça ne sera pas plus facile pour lui, étant donné qu'il connaît déjà, s'il connaît aussi dans le vibe coding, comme vous dites, ça ne sera pas plus facile pour lui de m'atteindre ou bien comment. Ta question va être effleurée dans la suite de la présentation. D'accord, merci. Donc, je pense qu'on est bon pour la démo. On va continuer avec la suite, en fait, de cette discussion. En gros, moi, je faisais, pour répondre justement à la question de Claudia, il y a cette matrice ici que j'aimerais bien partager avec vous de comment moi je vois les choses aussi vis-à-vis du vibe coding ou alors du codage assisté par IA. En gros, on a jusqu'à présent, on va placer des personnes maintenant dans 4 cadrans, en fait. C'est comme ça, moi, je place des gens dans 4 cadrans où on va aller si vous voyez aussi des codes couleurs, je vais commencer par le code couleur, justement, le puriste, en fait. Le développeur puriste, c'est celui, justement, qui comprend très bien le code, mais il refuse d'utiliser l'IA, en gros. Ça, c'est vraiment comment je place les gens actuellement dans les cases en fonction de l'évolution actuelle de la révolution de l'intelligence artificielle, parce qu'on vit une révolution actuellement. Et quand on vit une révolution, ça nécessite de l'ajustement et justement de pouvoir s'adapter ou de pouvoir s'accommoder à la nouvelle technologie. Parce que des révolutions, il y en a eu déjà. Il y a eu la révolution d'Internet, il y a eu la révolution des réseaux sociaux, etc., etc. Et ça a apporté beaucoup d'opportunités et beaucoup aussi de dangers pour certaines personnes. Vous savez justement, par exemple, que Internet a justement permis que tout le monde puisse avoir d'opportunités partout dans le monde. L'information circule plus rapidement.
beaucoup plus de visibilité et plein de choses. Mais Internet aussi a justement mis fin à certaines carrières ou a tout simplement supprimé certaines manières de faire les choses. C'est comme par exemple, quand on parle par exemple du marketing, vous savez que le marketing maintenant est plus digital que bah, pour nos amis qu'on dit, j'ai compris qu'on ne dit pas marketing digital, mais qu'on dit marketing numérique. Le marketing est désormais numérique et non digital. Pas- Le marketing est désormais numérique et non le marketing traditionnel, par exemple, où la majorité de nos pubs passaient, par exemple, à la télévision et aux radios, grâce à Internet. Et malheureusement, ça réduit l'argent que les radios et les télévisions se faisaient sur les pubs et l'audience qui venait avec. Et donc, pareillement dans l'écosystème du codage ou du développement, on va voir les puristes, ce sont des personnes justement qui ont une maîtrise du code, mais qui refusent d'utiliser de l'intelligence artificielle pour adapter leur méthode ou leur manière de développer. Certes, ils sont toujours bons, ils sont rapides, mais peut-être qu'ils ne seront pas assez rapides pour les besoins du marché. Parce que euh, maintenant de l'idée au déploiement d'une solution, ça va très vite maintenant. Une application qu'on voyait en entend, je vous parlais de Netflix par exemple, qui à l'époque s'est développée en 10 ans, peut maintenant se développer à quelque chose comme en des mois en fait, et on est capable d'avoir ou moins d'années que 10 ans, et on est capable d'avoir justement un Netflix pareil à Netflix qu'on connaît maintenant. Et donc, pour un développeur puriste qui fait partie de l'équipe qui a développé Netflix, ça peut représenter un danger pour lui maintenant parce que lui va vouloir prendre son temps pour développer, passer par les processus de débugage et tout ce qui va avec. Et c'est un profil justement non recommandable. Ça, c'est bien encore comment moi je place des choses vis-à-vis de ça parce qu'on n'a encore justement aucune vérité absolue. On observe comment les choses évoluent. Après, il y a aussi le spectateur. Le spectateur, c'est celui en fait qui n'a ni expertise technique et qui n'utilise pas aussi d'IA. Sa situation est neutre. Moi, je ne vais pas mettre un code couleur négatif sur lui, mais c'est quelqu'un aussi qui a besoin quand même de pouvoir au moins comprendre comment les technologies. Si, par exemple, c'est quelqu'un bah, qui est dans un domaine qui pourra potentiellement être impacté, ça peut représenter une opportunité peut-être aussi pour lui de passer à l'action et d'apprendre en fait comment la technologie fonctionne et de savoir comment est-ce que je peux rajouter peut-être cette compétence supplémentaire à ce que je fais. Peut-être ça pourra me changer, peut-être ça pourra m'augmenter en tant que profil professionnel, peu importe le domaine où on est. C'est, c'est, c'est une opportunité. Après, il y a aussi justement le magicien. Le magicien, en fait, c'est celui qui utilise l'IA massivement, très, très massivement, et sans comprendre réellement comment ça se passe en gros. Euh, je dirais que ça, c'est ce qui représente le plus de danger. Et parfois, on est magicien sans le savoir aussi. On est parfois magicien inconsciemment. Moi, je ne veux pas dire que je suis épargné, mais parfois, ça m'arrive aussi d'être tellement magicien, de telle sorte que je me lance dans justement des projets où je n'ai pas envie de comprendre, mais il y a des projets justement, surtout des projets où je ne maîtrise pas la technologie, je préfère l'utiliser parce que je sais que c'est pas de risque peut-être pour moi. Si peut-être c'est un projet genre pas critique, mais il y a justement le problème, c'est que ça peut justement en entreprise ou dans des situations beaucoup plus intéressantes poser des réelles problématiques et créer une dette cachée on expliquera encore. Et ici, en même temps, le profil que moi je recommande, c'est vraiment le maître, celui qui comprend le code et qui maîtrise vraiment pour les profils IA. Donc, euh, ne vous sentez pas frustré quand je parle de comprendre le code et maîtriser l'IA. C'est juste pour les profils développeurs que je mets cette matrice-ci, pour les codeurs, en gros. Donc, voilà comment moi je vois les choses. Et de manière concrète, en fait, par exemple, en 2024, même Google, euh, euh, dans l'une des newsletters que je reçois, généralement, notamment Alpha Signal et d'une source CEO Conf 2024, Google déclare utiliser à peu près 25% maintenant, en fait, déclare que 25% de son code développé maintenant a été un code généré par IA. Et c'est pas rien, ça veut dire un quart de son code, en gros.
Ce qui veut dire, et on est encore qu'au début, en fait, de la traîne. Oui, Adrien. Oui, Adrien. Je te laisse. Bon, je termine une seule fois le slide et je te laisse une seule fois. Oui, vas-y, termine les slides et puis je voulais poser une question. Très bien. Et après, on a également GitHub, GitHub Copilot également qui également déclare aussi que ça a été généré en 2024 à 40% par IA. Mais surtout, ce qui est encore le plus impressionnant, c'est il y a un outil qui fait beaucoup parler de lui actuellement, en fait, c'est OpenClaw, qui est aussi un outil grandement utilisé et qui justement augmente la productivité de certaines personnes, c'est l'IA personnelle de certaines personnes et qui a été validé à 100%, qui a été validé à 100%, validé à 100%. Je connais quelqu'un qui utilise OpenClaw ici, peut-être qu'il pourra aussi nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Bah, je pense que c'est Adrien qui voulait prendre la parole et je te laisse rebondir sur ou de rajouter des choses sur ce que je viens de dire. Bon, ok, moi je voulais, c'était là à toi de poser une question. C'est quoi le vibe coding? Je sais que tu l'as défini au départ, Oui. mais pour toi, c'est quoi le vibe coding? En te basant sur la définition d'André Caparti. Et si tu peux revenir sur l'autre slide, la slide précédente, la slide précédente, c'était intéressant. Ah, la slide précédente, le vibe coding, c'est tout simplement générer, générer du code, développer une navigation juste en langage naturel. Ok. Et dans ta matrice, qui sont les vibe coders? Dans ma matrice, ceux qui sont les vibe coders, ce sera justement ceux-ci, les deux-ci. Ok. Mais c'est ça le point. Mais si tu veux rajouter quelque chose, tu peux rajouter. Je vais revenir dessus. Ouais, c'est les deux-ci qui sont les vibe coders. Et principalement, le mauvais exemple du vibe coder, c'est le magicien. Le bon exemple du vibe coder, c'est le maître. Parce que justement, le vibe coding a pris l'ampleur péjorative à cause justement des magiciens. À cause des magiciens, parce que non seulement tu vas mettre justement à écrit, non seulement justement écrit du texte, des prompts, mais après, tu as justement une application qui, tu ne te bases que sur ce que tu vois visuellement et tu ne vérifies pas ce qui se passe à l'intérieur. Pourtant, c'est toi qui es responsable de l'application. Et juste le truc, à avoir plein de bugs sur l'application juste après. Et c'est justement pour ça, en fait, que j'aimerais, genre, mettre en garde des personnes qui vont se lancer justement dans le vibe coding, d'être attentif à être capable justement d'apprendre dans le processus de vibe coding, être capable justement de. Moi, je parle, ça, c'est vraiment un slide qui concerne des développeurs. Parce que pour quelqu'un qui va utiliser un black box, lui n'a pas besoin de vérifier le code, comme ce qu'on a fait comme démo là. Il n'a pas forcément besoin, c'est vraiment à petit échelle, il n'a pas besoin de vérifier. Mais quand on est justement dans un cas avec un développeur, il est préférable en fait de se positionner en maître. Ok. Donc, je vais revenir sur l'histoire et l'historique du mot vibe coding, bien du vibe coder. Oui. Comme tu as introduit, ça vient de André Caparti, qui a parlé du vibe coding. Il y a son célèbre, j'avais posté dans mon blog sur LinkedIn, j'avais reposté le jour où il avait parlé de ça. Il a commencé en disant qu'il y a un certain style de développement qu'on fait aujourd'hui, que moi j'appelle vibe coding. Je reste juste comme ça, je tape une phrase et puis ça génère, je ne le regarde pas. Mais avec le temps, le mot a été mal compris. On a mal compris son intention. Les gens ont compris le vibe coding comme le développement, en gros, le développement assisté par ordinateur. Or, ce n'est pas vrai. C'est ça que je veux surtout apporter comme correction. Et je vais envoyer à la suite, pendant que je suis en train de parler, je vais envoyer à la suite un blog d'une personne pour qui j'ai beaucoup de respect. Il s'appelle Simon Willison. Depuis près de 20 ans, il fait des blogs près de tous les jours. Tous les jours, il met presque tous les jours. Donc, depuis près de 20 ans. Et donc, c'est quelqu'un qui est très bon aussi dans tout ce qui est tech et il suit beaucoup André Caparti. Et il a remis les bases là-dessus. Le vibe coding, essentiellement, c'est de générer du code sans le comprendre et sans le lire.
C'est ça le vibe coding. C'est-à-dire que quoi? Dans ta matrice, le seul vibe coder, c'est le magicien. Le maître n'est pas vibe coder. Le maître n'est pas vibe coder. Parce que, comme tu le dis, il comprend le code et il maîtrise l'IA qui est à côté. Donc, il n'est pas vibe coder. Il fait du coding assisté avec de l'IA. Et ce n'est pas le vibe coding. André Kabati a été clair là-dessus. Simon Wilson, j'envoie le lien. Il le dit encore clairement. Donc, le seul vibe coder, c'est le magicien en réalité. Celui qui fait du coding et maîtrise de l'IA, et il lit son code, corrige, il fait de l'accompagnement, il fait de l'IA assisté. Donc, c'était important. Je voulais apporter ce point d'honneur là-dessus. Parce que c'est ça aussi qui a créé la frustration avec beaucoup de personnes qui ne veulent pas utiliser l'IA pour travailler parce qu'ils ont peur qu'on les appelle des vibe coders. Ils ne sont pas des vibe coders. Si je maîtrise, par exemple, le TypeScript et qu'un travail devait me prendre 2 jours et que je le fais aujourd'hui en 5 heures, parce que déjà, avec l'IA, ça me permet d'éviter le syndrome de la feuille blanche. C'est-à-dire que commencer à... Non, il me donne déjà un draft, je repars dans le code, je cours. C'est exactement l'exemple que je prenais avec Ultralytics, où dit qu'il va seulement te générer du code. Par exemple, pour ceux qui travaillent dans le domaine de l'IA, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont dans le domaine du développement des modèles d'IA ici, mais dans le cas de la détection, dans le cas de la détection d'objets, il y a le célèbre modèle YOLO, You Only Look Once, qu'on utilise pour faire la détection d'objets. Dépendamment de l'application, on peut prendre une version de YOLO qui existe et puis le spécialiser. Quand tu prends les modèles aujourd'hui, c'est-à-dire en 2000, on est quand même le 20 mars, la majorité des modèles, les meilleurs, Claude, tous les modèles, tu lui dis, produis-moi un code de détection d'objets, par exemple les voitures, basé sur YOLO. 99% du temps, c'est YOLO 8 qu'il te donne. Ah oui, nous sommes à YOLO 25, YOLO 26. Mais 99% du temps, c'est YOLO 8 qui te donne. Et si tu fais attention, tu vas rentrer dans le code, tu vas voir qu'il recrache Ultralytics. Donc, si ton code, c'est un code qui doit aller en déploiement ou bien qui doit aller en entreprise, ça, c'est déjà un red flag. Donc, j'ouvre la parenthèse pour dire que, moi, par exemple, pendant que je travaille, j'ai déjà fait cette remarque. Et à chaque fois, je suis en train de corriger, ou bien je change le contexte, ou bien je fais comme ça, je fais comme ça. Est-ce que je vais code? Non, je ne vais code pas. Aussi simple que ça. Parce que je comprends ce que je suis en train de faire. Je me fais juste assister par l'IA pour aller plus rapidement. Donc, en réalité, je vais finir avec ça. Le maître n'est pas un vibe coder. Il n'est pas un vibe coder. Il est vraiment, comme tu as dit, c'est l'opposé. C'est en fait l'opposé du puriste. Parce que le puriste est en danger. Tu as été gentil tout à l'heure. Tu as dit, non, il est bon. Il est lent, en fait. Il y a une entreprise, time is money. Il est lent. Parce que si je m'assois à côté de quelqu'un qui fait du purisme, le travail que je vais faire en un jour, lui va le faire en un mois. Et à la fin du mois, on veut le résultat. On va me voir, on va me dire, OK, lui, il produit, toi, tu ne produis pas. Tu vas dire, non, c'est parce que je n'utilisais pas de... Personne ne t'a interdit, surtout en Amérique du Nord, où le mindset est un peu ouvert, personne ne t'a interdit d'utiliser l'IA. Mais utiliser l'IA de façon responsable. C'est ça le point. C'est l'utilisation de façon responsable. Donc, c'est là où je voulais terminer, je voulais un peu rebondir sur ça parce que ce que tu disais est effectivement intéressant. Ouais, merci. Merci pour les nuances, justement. Merci. C'est ça que je pense qu'on a des réactions. OK. Bah, Steve dit merci pour la précision, Adrien. Donc, là, on a justement une précision de la différence entre l'IA le codage assisté par IA et le vibe coder. Donc, en gros, le vibe coder, c'est le magicien en général. Donc, le vibe coding n'est pas conseillé, si je comprends bien. Ça, c'est une question. Mais moi, je peux avoir un élément de réponse parce que ça revient un peu à ce que à un élément que tu soulignais. Moi, je veux dire clairement, ça dépend de ton cas d'utilisation. Je vais prendre le cas je vais prendre récemment. Cette semaine-ci, je ne sais pas le nombre d'applications pendant mes heures creuses que j'ai développées. Je ne sais pas le nombre que je peux dire. Mon GitHub est rempli avec des applications que j'ai développées cette semaine. Mais il y a des applications parmi que j'ai vibe codées. Pourquoi je les ai vibe codées? Parce que ça ne me
ça ne me sert à rien de passer mon temps à regarder ce que l'IA dit par rapport à ça. Par exemple, j'étais fatigué du fait que quand je prends un colis, bien quand j'achète un colis en ligne, les outils de tracking qui me permettent de suivre l'évolution de mon colis, ils m'ont toujours dit, tu as droit à 2 colis. En fait, ils veulent toujours que tu payes. Moi, je ne vois pas la nécessité, par exemple, de payer pour un simple outil de tracking. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vibe-codé une application que j'ai connectée à un bot Telegram qui permet de traquer les trucs en ligne. Moi, est-ce que je dois me casser à regarder les lignes de code et tout par rapport à ça? Pour moi, non, parce que c'est juste une petite application que je dois passer, parce que je dois travailler, je dois faire autre chose. Donc, si pour une telle application, je dois commencer à regarder les lignes de code et tout, c'est du temps que je suis en train de perdre. Par contre, dans le cadre professionnel, on m'a demandé de développer, par exemple, une nouvelle solution en IA pour faire, je dis n'importe quoi, je parlais de la détection d'objets, pour détecter, par exemple, pour classifier les voitures, par exemple, et que je vibe code. Après, quand il y a un problème, on me demande de débugger. Qu'est-ce que je fais? Je commence à donner, ou bien on me pose des questions sur mon système. Je ne peux pas répondre. Est-ce que ça, c'est éthique? Est-ce que ça, c'est responsable? Est-ce que ça, c'est professionnel? Donc, moi, je veux dire que, honnêtement, de mon expérience, il y a des applications qui valent la peine d'être codées parce que tu profites du fait que, par exemple, si l'IA n'existait pas, moi, je ne me serais jamais assis pour développer cette application-là. Je ne me serais jamais assis pour développer. Je devais toujours essayer de faire comme je faisais d'habitude. Je mets un colis, après, je mets un autre, je traque les deux, après, je supprime. Je pourrais passer mon temps parce qu'après, ça ne me coûte pas. Mais parce que j'étais fatigué un peu de faire ça et que j'ai l'IA aujourd'hui, j'ai dit, OK, je vais aller. Et l'application fonctionne très bien. Je l'ai connecté à mon bot et je l'ai déployé sur, sur mon serveur à la maison. Donc, je ne paye pas d'abonnement, je paye et tout, il tourne sur mon serveur. Et je l'ai bloqué. Bien sûr, elle parlait tout à l'heure de l'aspect de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas l'IA. L'IA ou sans l'IA, on aura toujours des problèmes de sécurité. C'est nous qui devons comprendre les enjeux de sécurité et avec ou sans l'IA, les mettre sur pied. Parce que s'il fallait, par exemple, que je m'asseye pour développer l'application et que je n'ai pas de notions de sécurité, la responsabilité de l'insécurité de mon application ne revient plus à l'IA, ça revient à moi qui n'ai pas fait attention au principe de sécurité. Donc, voilà un peu la nuance que je donne par rapport à ça. Ouais, et ça rejoint justement ce qu'on allait voir dans les prochains slides, en gros, sur le fait que, par exemple, je vais passer le slide prochain. En gros, je vais segmenter justement l'utilité que le vibe coding peut amener pour un non-développeur, un développeur, en gros. Par exemple, comme Adrien prenait des exemples sur le fait que il a besoin rapidement de développer ça tombe en fait dans un contexte d'un nom mais là, ça sera comme si on doit contextualiser la définition pour ne pas comprendre la chose. Ça nous permet justement de pouvoir être capable de créer des MVP. Par exemple, si on a une idée de concept, comme par exemple Startupé et tout, on peut genre avoir justement un outil qui va nous permettre de pouvoir, juste à partir de notre idée, avoir quelque chose en fait de développer qui va, par exemple, expliquer. Là, c'est pas une version qui va aller en production, mais c'est une version qui explique ce qu'on veut avoir. Et tu n'as pas besoin de comprendre l'architecture technique derrière, mais tu as juste besoin de comprendre que ça essaie de présenter ton idée. Ça peut être utile pour ça, comme par exemple sur l'automatisation des workflows, comme l'exemple qu'Adrien, par exemple, expliquait sur son suivi de colis. Ça te permet justement de pouvoir optimiser tes processus et tout. Mais pour un développeur, là, on va parler de le codage assisté par IA, vu qu'il faut faire la nuance entre le vibe coding et le codage assisté par IA. Pour un développeur, ça va lui permettre d'accélérer sa méthode de développement, pouvoir justement prototyper rapidement et tout ce qui va avec. Autre chose justement qui rend ça dangereux en fait de vibe coder, surtout quand on est dans un contexte d'entreprise, c'est la dette, c'est le fait qu'au fur et à mesure qu'on est capable de faire confiance à l'IA de manière accrue, on commence justement à devenir de moins en moins compréhensif sur notre code base. En gros, sur ce que notre projet a comme code. Au fur et à mesure, on développe en fonction de ce qu'on désire, mais on n'a vraiment pas de compréhension de comment la chose évolue, on ne vérifie pas et tout, en fait, tout ça. Et ce qui nous ramène à ce qu'on appelle la dette de compréhension.
la dette de compréhension, c'est vraiment le fait que tu as tellement laissé la main à l'IA de pouvoir développer ton application. Moi, je parle vraiment pour un profil développeur maintenant qui fait la magie, en fait. Il est capable de dire, rajoute un bouton ici qui va permettre de faire ceci. Il dit à l'IA, il récupère le texte qu'on lui a demandé de faire, de la requête qu'on lui a demandé vocalement ou alors textuellement. Peut-être qu'on lui a envoyé un courriel pour ça. Il récupère, il met tout simplement dans son application de vibe coding et le bouton est rajouté, etc. Et après, maintenant, il n'a peut-être pas compris il faut vérifier s'il y a une liaison peut-être architecturale, peut-être qu'il faut faire des migrations sur la base de données, etc. L'IA va te faire fonctionner ça visuellement, mais en arrière-plan, est-ce que tu comprends comment lui l'a fait pour simuler ce que tu voulais et qu'en réalité, ça ne correspond pas réellement à, à une fondation solide. Et quand ça arrive comme ça, toi aussi, tu arrives à ne plus comprendre. Tu es vraiment genre perdu, tu ne comprends plus ton code. Et c'est une situation critique, en fait. C'est pour ça que justement, pour un profil développeur, ça sera vraiment très, très, très péjoratif de parler de vibe coding quand t'es un développeur, surtout en entreprise. Et donc, si on va justement sur le concept du vibe coding, si moi je veux vibe coder justement une application personnelle ou une application non critique, c'est important justement que je commence, parce que le vibe coding aussi, c'est non seulement aussi un terrain d'apprentissage, parce que tu peux vibe coder une application dans une technologie que tu n'as jamais utilisée. Parce que justement, tu es un magicien, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe. Mais c'est important justement que tu commences à te poser des questions aussi en bac sur des choses comme qui est responsable, c'est quoi les contraintes de sécurité avec ce que j'ai développé, c'est quoi son cycle de vie, c'est quoi les possibilités d'évolution de mon projet, notamment à travers la scalabilité, c'est quoi les dépendances qui sont aussi liées à ça et surtout le tueur silencieux, c'est le fait qu'est-ce que je comprends au fur et à mesure, mais comme on a éclairé en fait le contexte, c'est que le codage assisté par IA est différent du vibe coding. Mais pour, par exemple, le codage assisté par IA, c'est important de comprendre ce que je suis en train de développer. On parlait justement de la différence entre les différents profils. Il y aura justement des puristes justement qui vont se faire genre remplacer en entreprise à cause du fait qu'ils ne veulent pas s'adapter. Mais une chose justement qui explose maintenant, ou quelque chose qui peut genre être vraiment utile, c'est ça, je parle, on va maintenant encore plus faire la précision qu'il s'agit de le codage assisté par IA, c'est d'être capable d'être un bon architecte et être capable de penser, en fait, penser à comment est-ce que je conçois la solution pour régler une problématique de manière scalable et qui va pouvoir être évolutive, qui va pouvoir répondre à un certain besoin, qui va être rapide et optimisé. Ça, ce sont des choses, justement, si on est développeur et qu'on se sent menacé par le développement assisté par IA et tout, surtout que beaucoup d'entreprises tech se sont donné pour objectif possiblement de remplacer complètement le métier de développeur. Donc, si jamais, justement, on perd notre job de développeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je parle justement encore des profils développeurs, c'est de s'orienter vers est-ce qu'on est capable d'être des bons architectes de solutions? Ne pas être juste là pour générer du code, pour créer du code, mais capable de créer des architectures de projets et qui sont pas scalables, utiles. Et à l'avenir, possiblement, on aura aussi des codes archéologistes. Des codes archéologistes, c'est des personnes qui vont genre venir regarder les codes qui ont été générés par IA pour voir en fait, et qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on règle ça? C'est un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui du legacy code. C'est comme quand tu développes sans test automatisé, quelqu'un doit venir maintenant débugger qu'est-ce qui ne marche pas et transformer un code testable. Donc, c'est tout ça, c'est à explorer. Je pense on a pas mal fait le tour et c'est important d'être curieux, de comprendre comment les choses fonctionnent et possiblement, pour un informaticien, un développeur, de vraiment s'orienter vers l'architecture, la capacité de pouvoir leader un projet que d'être un tâcheron à développer ou à générer du code au besoin. J'ai préparé un quiz pour finaliser notre rencontre, un mini quiz en fait qui a des prix à gagner en plus.
un mini quiz recap avec des prix à gagner. Je vais partager le quiz, c'est Kahoot. Je vais partager ça. Tic, tic. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre des questions pendant que j'ouvre le quiz. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Brian. Ouais, c'est pas vraiment une question, c'est juste une réflexion par rapport à une des phrases que tu as dit, qui allait un peu à contrario par rapport à un article que j'ai vu récemment, le métier de développeur qui vient à disparaître. C'est vrai que moi, je pensais pareil, tu vois, mais l'article disait un truc du genre, c'est plutôt l'inverse qui va se produire, tu vois, on aura plutôt encore plus besoin de développeurs. Bah, il s'est basé sur l'époque à la révolution industrielle, quand le pétrole est arrivé et tout. Et puis, on pensait que beaucoup, déjà la chute, je pense que c'était la chute de quoi, l'électricité. C'était quand l'électricité est arrivée sur le pétrole. Et puis, on se disait que ça allait comme chuter. Mais après, on se rend compte qu'on a plutôt beaucoup plus besoin par rapport à d'autres usages, tu vois. Ouais. Ouais, donc c'est un peu ce paradoxe-là. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez par rapport. Bon. Euh, Bah, pour ma part, c'est mon analyse de la situation. Je pense que les développeurs sont à risque. C'est mon analyse de la situation. Je pense que les développeurs sont à risque. C'est sûr que chacun a justement son analyse de la chose, mais pour moi, je pense que les développeurs sont à risque. Parce que moi, j'observe aussi vis-à-vis de les tendances d'où je travaille et tout, et le fait que justement, on essaie de ne plus augmenter les postes de développeurs, mais plus des personnes justement créatives que des personnes qui vont développer dans l'entreprise. Parce que, ouais, Adrien. Si tu n'as pas fini, tu peux terminer d'abord. Hein. Ah ouais, je disais que pour moi, je pense que les développeurs sont à risque parce que mon observation, et même si moi j'ai une entreprise demain, je vais plus privilégier, avec la tendance que je vois, privilégier des personnes créatives qui sont capables de penser à la solution, à développer une solution correcte, que des personnes qui vont m'écrire du code. Ouais, c'est correct pour moi. Ok. Moi, je vais répondre avec mon expérience. Avec mon expérience, moi, je dirais que le métier de développeur puriste est à risque. Est à risque. C'est même un certain risque très grave. Pour la petite histoire, j'ai une entreprise et dans l'entreprise, on a plusieurs profils. J'ai un designer, j'ai un développeur front-end, un développeur back-end, un ingénieur qui travaille avec moi. Et ce qui se passe, c'est que pour certains projets, pour certains gros projets, j'ai besoin de tout ce workflow. On va rencontrer le client, on va prendre les informations du client, on va discuter avec le client. Et puis, en tant qu'ingénieur, je vais faire le cahier de charge. L'autre ingénieur, il va le réviser. Si c'est bon, on l'envoie au designer. Le designer va concevoir tout ce qu'il faut. Et puis, on va continuer. On va envoyer au développeur front-end. Le développeur front-end va commencer avec le front-end. C'est lui qui fait le back-end, il va designer le back-end. Et puis, faire le back-end pour qu'on connecte avec le front-end. Et on va après faire les tests, rencontrer le client et faire les va-et-vient comme on fait dans le DevOps. Aujourd'hui, il y a certaines applications ou bien certains travaux dont, honnêtement, je n'ai pas besoin de me casser avec tout ce workflow. Pour une première raison, le temps. Le temps d'échanger avec trop de personnes me fait perdre du temps. Maintenant, le temps d'attendre d'autres personnes me fait encore perdre du temps. Et parfois, je peux avoir moi-même, avec les outils qui existent, le résultat que je veux rapidement. Pas pour certains gros projets. Mais qu'est-ce que je vois dans tout ce workflow? Un poste qui est essentiel,
c'est le poste de testeur. Pourquoi? Ceux qui font l'intelligence artificielle vont comprendre. Les IA, aujourd'hui, sont juste de grosses bibliothèques qui ont été restructurées de façon fancy. Ceux qui font de l'IA pur comprennent ce que je dis parce que c'est des modèles mathématiques qui comprennent la structure des données. C'est-à-dire qu'on lui donne des données, il va s'entraîner à comprendre et à générer des poids qui sont en fait des informations. Et donc, et comme on leur a généralement, LLM, on leur a donné généralement tout Internet. Et ils ont compris Internet, c'est pour ça qu'ils fonctionnent. Mais ils n'ont pas un certain degré d'abstraction. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'on ne peut pas visualiser, par exemple, pour comprendre ce qui demande de l'abstraction. Or, le testeur, quand il veut tester un workflow, par exemple, il comprend le workflow, mais il comprend l'abstraction ou bien le sens derrière le workflow. Donc, son poste reste unique. Mais pour être ce testeur, il faut être, justement, ça c'est le dernier point que je voulais souligner, il faudra être un développeur qui est calé. Moi, je dis clairement, développeur junior, développeur junior et développeur moyen, moi, aujourd'hui, là, c'est déjà un risque quand même. Aujourd'hui, c'est à l'instant où je suis en train de parler. C'est ceux qui sont des experts dans des domaines qui vont rester. Parce qu'on aura toujours besoin de leur expertise pour vérifier ou bien pour approuver ce que l'IA ou bien ceux qui ont développé, assisté par l'IA ont produit. Donc, voilà mon point de vue par rapport à ça. Merci. Merci pour ta contribution encore. Est-ce qu'on va rejoindre le quiz? Est-ce qu'il y a des personnes qui vont rejoindre? Là, je vois juste 2 personnes qui ont rejoint. Est-ce qu'on peut rejoindre le quiz rapidement? C'est 10 petites questions pour récapituler tout ce qu'on s'est dit. Allô, est-ce qu'on peut rejoindre le quiz? C'est qui, Chris? Il y a une question pendant qu'on rejoint le quiz. Je veux au moins 5 participants pour lancer. Donc, il faut scanner. Est-ce que vous voulez le lien? C'est partir directement sur Kahoot et tout simplement remplissez kahoot.it, je pense, et remplissez le code PIN du jeu. Kahoot.it et allez directement remplir le code PIN du jeu si vous n'avez pas scanné. Il y a une question qui est venue, mais dans 5 ans, qui va remplacer ces seniors si vous ne recrutez pas des juniors? Je pense s'adresser à toi, Adrien. Oui, mais c'est à la fois un peu triste, mais il faut être réaliste, surtout quand on entre dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail. Les entreprises sont là pour se faire de l'argent. Ça, c'est leur premier objectif. Et il faut comprendre ça et il faut être vrai par rapport à ça. Mais quand on reste dans le milieu académique, ça, c'est vrai. Pour avoir des seniors, il faut des juniors. Le problème ou bien le challenge maintenant, c'est de quitter de cette étape de junior à au moins ce niveau intermédiaire quand on est encore aux études. Ce n'est pas dans le marché de l'emploi qu'il faut avoir cette compétence-là. Et il faut se faire compagnon de l'IA. Ça, c'est clair, parce que ce qui est basique, on va traverser. Ce qui va arriver justement dans les 5 prochaines ou les 10 prochaines années, comme la personne disait, c'est aussi que le niveau d'abstraction pour le développement, par exemple, d'applications va changer. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans tout ce qui est agentique. Donc, il faudra développer des compétences pour comprendre, piloter, structurer, designer des agents pour un système. Voilà les nouvelles compétences qu'il faut apprendre sur le temps. Donc, le junior en développement d'applications, mais en développement de site web, doit avoir ces compétences-là. Je mets junior entre guillemets, parce que ça le booste à un certain niveau. Il y a une semaine, il y a eu une compétition ici dans ma province où, pendant la compétition, on disait explicitement d'utiliser les IA pour pouvoir développer les solutions. Ils avaient une journée pour le faire. Et c'était inclus le fait qu'ils peuvent et ils ont le droit d'utiliser les solutions d'IA. Il fallait un peu que quelqu'un qui est dans cette compétition dise « Ah, je ne vais pas utiliser l'IA pour montrer que je suis bon ». Ils devaient voir les résultats montrés par eux-mêmes. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et c'était une compétition pour les étudiants. Pour dire quoi?
on considère déjà, ou bien on inclut déjà en entreprise le fait que vous devriez utiliser ces solutions. Donc, l'expertise, ce n'est pas juste l'expertise d'un ancien expert, mais c'est l'expertise de quelqu'un qui comprend le système, qui comprend le fonctionnement, mais qui comprend aussi l'implication et l'impact de l'IA à l'intérieur. Je ne sais pas si ta question a été répondue, Stella. On va lancer le quiz avec les 5 participants. Est-ce qu'il y a une autre personne? J'ai vu Oda. Maintenant, elle n'est plus là. Ok, bah, on va lancer. Let's start. Tic, 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 tic. Oh, c'est pas grave, on va lancer. Donc, c'est quoi le vibe coding? Ne vous inquiétez pas, la définition reste correcte, peu importe la correction qu'on a au cours de la discussion. Mais la définition reste correcte. Donc, on a 3 bonnes réponses et une à revoir. Comme on disait, le vibe coding, c'est pouvoir coder en langage naturel. Ou pouvoir développer en langage naturel. Sans forcément comprendre, sans vouloir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, DEMS, il y a un avantage, et ensuite, me-good. Continuons. Qui a popularisé le thème vibe coding en février 2025? Tic, 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 tic. Ça, c'est vraiment pour savoir qui était attentif à tout ce qu'on se disait. Ok, c'est pas grave. La personne qui n'a pas eu la réponse, au moins, sait maintenant d'où ça vient. Au moins, c'est juste pour la culture générale. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. DEMS a été dévancé. Quel pourcentage du nouveau code de Google est généré par IA en 2024 selon les sources qu'on a citées dans la présentation? Tic, 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 tic. Ok. On a 3 bonnes réponses et 2 mauvaises réponses. C'est pas jusqu'à 40%. On n'est pas encore à ce niveau-là. Avançons. Très bien. Migouté reste en tête. Comment s'appelle le risque invisible lié au code généré sans maîtriser ou sans maîtrise? Tic, 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 tic. C'est vraiment pour vérifier si ce qu'on se disait au moins faisait sens. Très bien, très bien. Où sont les 2 autres personnes? Continuons, continuons. 5e question. Quel nouveau rôle émergent consiste à analyser du code et à générer des mots auparavant? C'était sur les slides, c'était parmi les derniers slides. Je suis allé rapidement sur ça, mais c'était là. La bonne réponse est le code archéologiste. C'est un thème aussi que moi j'ai découvert en faisant la présentation. Ça s'en vient. Peut-être c'est pas encore très connu, mais peut-être ça va se populariser avec le temps. Dems reprend la tête. Let's go. À quoi est comparée la dette de compréhension dans la formation? Tic, 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 tic. Bon, là, c'était quelque chose que j'étais censé dire oralement, mais à vous de deviner en gros. Ça sera un peu la question neutre. On a eu 2 bonnes réponses. 7e question. Dans le paradoxe de confiance, quelle étape suit une vérification réduite? Ça, c'était juste dans le slide. Je suis pas allé approfondir sur ça, mais allons-y.
Waouh, très bien. Bravo. Du courage. Migout est en tête toujours. Tic, tic, tic. On avance. 8e question. Quel outil est recommandé pour un non-développeur voulant créer son premier MVP? Le MVP, c'est le Minimum Viable Product. C'est plus par exclusion ici, en fait. Ça sera par exclusion, par élimination pour avoir la réponse. Super. Au moins, la personne a mis une réponse qui était dans les slides. Avançons. 9e question. Quelle posture recommande le formateur pour utiliser le vibe coding de façon responsable? Tic, 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 tic. Le thème n'a pas été dit, mais ça a été expliqué. La capacité de venir revérifier le code ou de comprendre, mais c'est pas vraiment pour le vibe coding, c'est pour le développement assisté par IA. Être capable de savoir justement critiquer ce que l'IA a fait parce qu'il comprend. Et la dernière question, dans une équipe vibe coding, qui est responsable des failles de sécurité du code généré par IA? C'est qui? Ok, bah on a eu 3 bonnes réponses. Donc là, on va voir le podium. 3e place, HP TAF. 2e place, DEM, c'est sans surprise. La première place, c'est Migoud. En gros, ce qu'il y a comme récompense, tout simplement, pour ceux qui ont voulu bien jouer, c'est tout simplement une autre stat. 80% du code à entropie que généré par Opus, c'est un modèle d'Opus, d'un modèle de Claude. En gros, les récompenses pour les personnes qui ont bien voulu se porter à l'exercice, c'est juste la possibilité de ce book un meeting de 30 minutes pour genre discuter de sa situation personnelle. Si genre, par exemple, la personne voudrait mieux comprendre comment est-ce qu'il pourrait se reconvertir ou comment est-ce qu'il pourrait genre mieux approfondir ses connaissances sur le vibe coding. 30 minutes, c'est pas rien. 30 minutes juste pour justement avec l'un des personnes justement dans la communauté qui sont genre plus avisés de savoir justement comment est-ce qu'on peut s'orienter pour soit bien appréhender l'outil ou la technologie et ne pas se laisser dépasser. C'est ça en fait la récompense pour les 3 premiers. Donc bien vouloir se notifier à la fin pour ça. On approche le dernier tournant. Où es-tu? Partager. En gros, c'était nos 10 questions ici, les 10 réponses et tout. Et donc, pour terminer, en fait, je vais te laisser avec cette dernière petite citation. Dans 6 mois, 2 types de professionnels coexisteront. Ceux qui maîtrisent, là, ce sera le codage assisté par IA et ceux qui subissent, notamment les puristes dont on disait qui risquent d'être dépassés. Et donc, important justement de pouvoir être capable de bien se positionner avec le changement. Et donc, on a une communauté AI en fait sur WhatsApp. Pour ceux qui veulent rejoindre, tout simplement, il suffit de scanner le code QR pour rejoindre ça ou tout simplement communiquer à une des personnes que vous connaissez peut-être dans la discussion qui font partie justement de la communauté des gens
Je vais pour une seule fois prendre la peine aussi de laisser les personnes avec qui bah, qu'on a lancé cette initiative et avec lesquelles on collabore, de dire un mot pour pouvoir genre aussi se présenter. Notamment, il y a Brian, il y a Stell, Mata Stell qui est avec nous. Et il y a aussi Azarias qui n'est pas avec nous actuellement, euh, qui peut, genre, dire, se présenter brièvement et aussi peut-être parler un peu plus de la communauté. Et, j'ai oublié une autre chose importante. J'allais presque oublier ça. C'est que, avant de leur laisser prendre la parole, je, je voulais vous présenter en gros ce qu'on fait, ce qu'on compte faire en gros dans la communauté. Ce qu'on compte lancer une panoplie. Où es-tu? Où es-tu? On se fait un catalogue en fait de, de projets pour ceux qui veulent genre goûter justement. C'est ça que c'est important, cette formation aussi, ou cette séance d'information. Ceux qui sont intéressés, on se fait, c'est pas encore finalisé, mais on se fait un catalogue de projets pour l'année 2026. Notamment, on se donnait un objectif de faire à peu près 10 projets dans la communauté. C'est à but de formation pour les membres de la communauté, mais aussi à but de formation personnelle, notamment les personnes qui contribuent au projet. Le projet porte vos droits, en fait. Vous avez le droit intellectuel sur le projet que vous développez et ça vous permet aussi de vous bâtir un portfolio et aussi bien se positionner avec le changement actuel de la révolution de l'intelligence artificielle. Donc là, on s'est fait, par exemple, le premier projet qu'on compte justement faire avec ceux qui sont partants, c'est notamment le développement des portfolios personnels. Peu importe la carrière que vous avez, possiblement, vous avez forcément besoin d'un portfolio, vous avez forcément besoin de présenter votre parcours scolaire, professionnel et vos compétences et tout. Et c'est ce qu'on appelle justement un portfolio. Avant, c'était un privilège réservé principalement aux informaticiens où ils mettaient les projets qu'ils ont développés. Mais même quelqu'un qui n'est pas informaticien peut avoir un portfolio. C'est comme un CV électronique, tout simplement, où il peut partager ce qu'il a eu à faire. Et donc, on est prêt justement à lancer ce premier projet et vous aurez l'accompagnement de certaines personnes justement de la communauté qui sont en développement ou qui sont peut-être pas forcément experts, mais des personnes qui sont, bah, qui veulent qui veulent partager leurs connaissances et qui veulent aussi pouvoir justement contribuer aussi à la croissance de compétences d'autres personnes, de pouvoir s'encadrer les uns et les autres pour pouvoir atteindre justement l'objectif d'apprentissage. Donc, on a un catalogue de près de 11 projets actuellement. C'est ce qu'on vise pour cette année 2026. On aura la possibilité justement de pouvoir discuter en détail pour ceux qui pourront notifier qu'ils sont intéressés. Donc, la première étape, c'est de rejoindre la communauté. Et là, en fait, on pourra s'organiser, on fera un sondage pour connaître qui est vraiment intéressé pour qu'on lance des projets ensemble. Donc là, je vais arrêter de bavarder et laisser la parole aux autres personnes de la communauté de dire un mot. Et avant aussi, j'aimerais aussi remercier Adrien qui a contribué beaucoup sur cette présentation d'aujourd'hui. Il n'était pas, il était venu comme participant, mais finalement, il était un peu comme un co-animateur ou un animateur. Merci pour tes contributions, Adrien, pour ça. Euh, nous sommes très reconnaissants de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je laisse Brian et Estelle dire un mot ou des mots. Je laisse d'abord le soin à Estelle. Est-ce que Estelle est avec nous?
Allô. Est-ce que vous m'écoutez? Je suis en voiture, j'ai peur que vous ne m'écoutez pas bien. Ok, mais là, on t'écoute bien. Ok. Bonsoir tout le monde, merci d'avoir participé. Moi, c'est Stella, je fais partie de la communauté Itilican et je vous invite fortement à rejoindre la communauté. Vous serez encadré, enfin, vous serez accompagné par des professionnels, des gars qui sont déjà frottés à l'outil, à utiliser l'IA, qui utilisent l'IA dans leur quotidien. Et je tiens aussi à préciser que moi, je suis une dev junior, je suis en deuxième année en génie logiciel. Et côtoyer ces personnes-là m'ont vraiment aidé, surtout à prendre de l'avance dans ma formation. J'ai appris de nouvelles choses. Donc, si vous êtes comme moi et que vous êtes intéressé à, à vite progresser, je vous encourage fortement à rejoindre la communauté. Merci. Merci, Stella. Donc, bonjour à tout le monde. Euh, Moi, c'est Brian Tagaku, étudiant en maîtrise en informatique, option IA. Donc, la communauté ici, les cas, a été créée principalement pour le partage des informations parce que on s'est rendu compte que parfois on est ignorant parce que d'autres savent, d'autres ne savent pas. Et il est bien que pour pouvoir faire évoluer les choses, notamment dans un contexte africain, de pouvoir partager ce que l'on sait. Donc, c'est principalement la raison pour laquelle la communauté a été créée. Euh, il y a plusieurs éléments que nous organisons pour pouvoir donc transmettre donc, le peu que nous savons ou bien ce que nous savons déjà. C'est notamment les formations comme Christian l'a fait aujourd'hui. C'est notamment les podcasts qui sont en production. C'est d'autres éléments aussi qui vont venir par la suite comme des documents, des livres, etc. Donc, n'hésitez pas à joindre la communauté. C'est un plaisir de vous avoir. Merci encore, Christian, pour cette magnifique formation. Merci aussi à Adrien. Ouais, merci aussi à Adrien qui a beaucoup éclairé beaucoup de sujets. Ça fait vraiment plaisir de partager des moments comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous abonner massivement. Le meilleur reste à venir. Merci encore. Merci, Brian. Merci. Je pense qu'on a fait le tour et on est dans les temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, des interventions. Est-ce que vous voulez le micro à vous? Sentez-vous libre. Je pense on est bien dans les temps, en fait. On a Ma fait question, Ouais, c'est ta je vais question. laisser ma question dans le chat. Est-ce que je dois encore répéter? Mais je peux répéter ça. La question pour Monsieur Adrien, nous sommes d'accord que les méthodes traditionnelles sont lentes pour se former en tant que dev junior. Ok, Pensez-vous il que a répondu. le vibe coding sera un atout à un dev junior? Le code assisté, oui, pas le vibe coding. Et il dit d'utiliser Notebook LM pour se former. Donc, vous voyez, en fait, c'est aussi ça l'utilité aussi. Bah, le but, c'est que, et pas d'inquiétude, ce n'est pas un projet euh, à but lucratif. Donc, si vous allez vouloir paniquer quand on vous demande de payer quelque chose, on va rien vous demander de payer. C'est juste une initiative qu'on veut pouvoir justement partager ce qu'on connaît à notre humble niveau à d'autres personnes, tout simplement. Et vous aussi, peut-être vous avez des compétences aussi à partager. Si vous n'avez rien à apprendre, vous pouvez aussi avoir à donner à la communauté. Donc, il y a tellement de raisons de pouvoir ou de vouloir rejoindre. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense que on va juste encore vous remercier, peut-être avec des emojis pour tous se remercier pour ce qu'on a fait. Et
se dit bonne journée et à bientôt. Salutations. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.